Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je crois que l'émotion mondiale dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Le système judiciaire est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats. Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Liberté Pourquoi Faire, le podcast du Cercle Droit et Liberté. Je suis Étienne Perrin, en charge du pôle Europe du Cercle, et j'ai le plaisir d'animer cette émission qui revient dans un nouveau format, plus court. Désormais, nous ne traiterons, sauf exception, que d'une seule question par podcast, mais plus en détail, afin de vous permettre de faire le tour d'une question juridique, qu'elle soit ou non d'actualité. Avec moi aujourd'hui, pour inaugurer cette nouvelle formule, Augustin Dudermel, adhérent du Cercle. Bonjour Augustin. Bonjour Étienne. Au passage, j'en profite pour vous rappeler que le cercle s'agrandit et que nous serions ravis de vous voir vous joindre à l'aventure. N'hésitez donc pas à franchir le pas. Nous vous proposons de nombreuses formes d'engagement. La porte est ouverte. Alors Augustin, aujourd'hui tu voulais évoquer le débat relatif au Burkini, lequel revient chaque année. Certains l'attendent un peu comme le Beaujolais nouveau, mais le Burkini c'est au printemps. Enfin, cette année, nous pouvons compter sur nos maires écologistes qui, jamais avares de polémiques, n'ont évidemment pas manqué à l'appel. Donc après la tentative de financement d'une mosquée par la maire de Strasbourg et le Tour de France jugé machiste et polluant par le maire de Lyon, c'est au tour d'Éric Piolle, maire de Grenoble, de s'emparer du sujet brûlant du Burkini. Concrètement, le Burkini n'est plus interdit dans les piscines municipales de Grenoble. À l'annonce de la délibération du conseil municipal, des réactions indignées se sont multipliées de tous les bords politiques, il faut bien le dire, sauf peut-être de certains écologistes et certains élus de la France insoumise. Quelques jours sont passés désormais, il est temps d'aborder cet épisode avec calme et sérénité. Alors Augustin, qu'est-ce que tu peux me dire exactement ce qui s'est passé, qu'en est-il ? Eh bien, lundi 16 mai, au terme de 2h30 de débat, le conseil municipal de Grenoble a adopté, à 29 voix contre 27, une modification du règlement intérieur des piscines de la ville. L'ancien règlement exigeait que les maillots de bain recouvrent au minimum la partie située entre le haut des cuisses et la ceinture, et au maximum la partie située au-dessus des genoux et au-dessus des coudes. Le nouvel règlement supprime ces exigences, ne laissant subsister que les conditions d'hygiène. Dès lors, la longueur des maillots de bain n'étant plus limitée, les femmes pourront par conséquent se baigner seins nus ou en burkini. En revanche, pour raison d'hygiène, les hommes seront toujours interdits de porter des maillots de bain de type Bermuda. Alors, qu'est-ce que sont les motivations de cette délibération du conseil municipal de Grenoble ? Alors, le maire de Grenoble a justifié cette mesure, qu'il considère comme féministe, en expliquant que la mairie ne faisait pas ce règlement pour autoriser le burkini, mais pour enlever des interdits qui sont récents, et la mairie souhaite que chacun puisse se baigner comme il le souhaite dans le respect de l'hygiène. De cette manière, sans évoquer explicitement le burkini, les limites de taille des maillots de bain ont été supprimées. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a considéré qu'il s'agissait d'une décision de progrès féministe. Sa position repose sur l'idée selon laquelle les autorités publiques se doivent de garder une stricte neutralité en matière religieuse, y compris en ne considérant pas la nature potentiellement religieuse de vêtements ou comportements d'usagers du service public. D'accord, mais alors, on a parlé des réactions médiatiques. Est-ce qu'il y a eu des réactions judiciaires ? Alors oui, il y en a eu. Cette modification du règlement intérieur a d'ores et déjà fait l'objet d'un recours déposé par le groupe d'opposition. Il s'agit d'un référé suspension auprès du tribunal administratif de Grenoble. L'introduction de cette action a pour objectif d'empêcher l'application du nouveau règlement intérieur des piscines municipales grenobloises. L'avocat du groupe d'opposition a soutenu que la délibération du conseil municipal méconnaissait l'ordre public immatériel. Alors cette notion, chère au constitutionnaliste Bertrand Mathieu, est issue de la décision du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010 relative à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Elle permet de limiter la liberté individuelle en dehors de tout trouble matériel en vue de la protection d'une exigence supérieure. Je vous renvoie, pour davantage de détails, à la thèse de Marie-Odile Pérou-Sissoko intitulée « L'ordre public immatériel en droit public français »,
et lauréat du prix de thèse du Conseil constitutionnel en 2018. Sur ce fondement, donc, l'avocat du groupe d'opposition soutient que la modification du règlement a pour but de faire plaisir à une minorité religieuse, considérant, je cite, qu'on ne doit pas imposer de manière forcée une religion à une autre, cela est en désaccord avec l'harmonie de la République. Fin de citation. D'accord, alors ça c'était pour l'opposition municipale. Est-ce que le gouvernement a réagi? Effectivement, le gouvernement a également réagi. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé une inacceptable provocation communautaire. Au passage, un tel commentaire est cocasse si on le compare à la récente déclaration d'Emmanuel Macron à Strasbourg, qui avait estimé qu'il était beau de rencontrer une femme voilée et féministe. Il y a donc d'un côté le bon communautaire et de l'autre le mauvais communautaire, sans qu'on sache vraiment comment les différencier. Plus précisément, le ministre de l'Intérieur a indiqué avoir donné instruction au préfet de déférer en déféré laïcité la délibération permettant le port du burkini et, le cas échéant, d'en demander le retrait. Alors, en quoi ça consiste, ce déféré laïcité, exactement? Eh bien, le déféré laïcité, c'est une nouvelle procédure introduite par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, encore appelée loi contre le séparatisme. Alors cette nouvelle procédure, elle permet de déférer les actes des collectivités qui porteraient gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité du service public devant le tribunal administratif. Il s'agit en substance d'un déféré suspension. En effet, si les actes des collectivités locales sont en principe exécutoires à compter de leur publication, cette procédure permet un contrôle a posteriori des actes pris par les collectivités territoriales lors de leur transmission au préfet. Celui-ci dispose alors d'un pouvoir discrétionnaire de contrôle de légalité de l'acte. Attention, ce contrôle ne porte pas sur la pertinence, mais uniquement sur la légalité de l'acte de la collectivité. Si le préfet constate l'illégalité de l'acte, n'étant pas compétent pour l'annuler, il peut alors alternativement déférer l'acte illégal au tribunal administratif ou alors effectuer un recours gracieux auprès de la collectivité pour lui demander de retirer ou modifier l'acte. Intéressant. Mais alors, qu'est-ce que cette procédure a de spécifique en matière de laïcité? Alors, en matière de laïcité, on a une instruction du gouvernement en date du 31 décembre 2021 qui précise la portée et les conditions de cette nouvelle procédure, qui ouvre au préfet la possibilité de saisir le juge administratif pour demander la suspension de l'exécution d'un acte de collectivité locale s'il estime qu'il porte gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité du service public. Le juge administratif disposera alors de 48 heures pour se prononcer sur la légalité de l'acte en question. Une telle décision ne doit toutefois être prise que dans la mesure où l'acte porte gravement atteinte aux principes de laïcité ou de neutralité. L'appréciation de la gravité de l'atteinte à ces principes peut être délicate et doit s'appuyer sur la jurisprudence. Tu veux dire, c'est l'instruction du gouvernement qui précise en tant que telle que c'est délicat et ça doit s'appuyer sur la jurisprudence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, exactement, c'est ce que précise l'instruction et l'annexe de la circulaire illustre parfaitement ce caractère extrêmement délicat de l'appréciation, puisqu'en effet, les exemples donnés démontrent le caractère éminemment casuistique du contrôle juridictionnel. Par exemple, pour des horaires différenciés à la piscine selon le sexe de l'usager, la circulaire considère que ce n'est pas nécessairement une atteinte au principe de neutralité et de laïcité si elle est clairement justifiée par des considérations relatives à la protection des publics. En revanche, elle pourrait être suspendue si elle reposait sur des motifs de nature religieuse. En 2016, souvenez-vous, le Conseil d'État avait refusé de voir dans le port du burkini un acte de prosélytisme religieux et avait décidé que le seul motif qui permettait de l'interdire était de démontrer un risque avéré d'atteinte à l'ordre public ou de mettre en avant des raisons d'hygiène. Les hauts magistrats avaient estimé qu'un arrêt anti-burkini avait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
Il n'avait alors contrôlé l'acte qu'au regard des libertés fondamentales et ne s'était pas aventuré sur le terrain évidemment beaucoup plus délicat de la laïcité. Mais alors, attends, si je comprends bien, la délibération du conseil municipal de Grenoble est donc parfaitement compatible avec la jurisprudence du Conseil d'État. Donc là, Monsieur Piolle a parfaitement raison. Enfin, en tout cas, il est dans son bon droit. Oui, enfin, elle est compatible avec la jurisprudence du Conseil d'État jusqu'à la loi du 24 août 2021. Comme précisé, il sera désormais également possible de contrôler un acte au regard du principe de neutralité, ce qui constitue une nouveauté. Néanmoins, ce principe de neutralité ne s'applique qu'aux agents du service public et non aux usagers. Ainsi, les usagers ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses en portant un signe religieux dans les limites de la dissimulation du visage et du prosélytisme. Tout l'enjeu juridique de cette affaire sera de savoir si le fait de laisser les usagers du service public exprimer leurs convictions religieuses en portant un vêtement qui est assimilé à un signe religieux porte gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Si le tribunal administratif décide de suivre le préfet, il s'agirait alors d'une nouveauté induite par la loi du 24 août 2021, ce qui accorderait du crédit à ceux qui ont considéré ce nouveau texte comme utile. Donc, à contrario, si le tribunal administratif n'innove pas sur le fondement du principe de neutralité, tu voudrais donc dire que ça confirmerait les détracteurs de cette loi, finalement? De fait, oui. D'ailleurs, on a pu voir des députés s'emparer déjà du sujet. Le député LR Éric Ciotti a déposé une proposition de loi visant à interdire purement et simplement le port du burkini dans les piscines françaises, et le député Guillaume Pelletier de Reconquête en a fait de même. Tous deux ont justifié leur proposition en considérant qu'il fallait éviter le recours systématique aux juges, ce qui illustrerait une certaine dérive des institutions et une impossibilité de résoudre ces questions politiques et sociétales par d'autres voies. D'accord. Enfin, faut-il pour autant que le législateur intervienne à chaque controverse ou dès qu'il n'est pas satisfait de l'office du juge administratif? Oui, effectivement, si une loi telle que celle proposée par les députés Pelletier et Ciotti aurait l'avantage de clarifier définitivement la situation, cette volonté de légiférer sur chaque controverse politique pose la question tant de l'inflation législative que du rôle de la loi. En effet, l'argument du vide juridique pourrait ainsi être avancé dans le cas présent pour justifier la création d'une loi, mais cet argument est fallacieux car le droit n'est pas que la loi. Notre système juridique est déjà largement affaibli par l'accumulation des textes de loi et la diminution de leur qualité, et ce phénomène conduit à un déficit d'exécution et à une baisse de la valeur qu'on accorde à la loi. Dans son ouvrage « Droit et passion du droit sous la Ve République », Jean Carbonnier a parfaitement illustré ce juridisme passionnel qui fragilise notre droit moderne. Sous la Ve République, la passion du droit a envahi chaque pan de notre vie sociale. Nous semblons vouloir voir le droit régir nos moindres faits et gestes, sous peine de nous sentir livrés à nous-mêmes. S'agissant du rôle de la loi, ensuite, Portalis, le père de notre Code civil, avait énoncé clairement dans le discours préliminaire du Code que l'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. Pour lui et pour la tradition civiliste française, les lois sont des commandements, des actes de souveraineté. Tout est résumé par Portalis. Cette volonté de légiférer en permanence pour pallier la médiocrité de textes incapables d'établir des principes généraux efficaces n'est pas saine pour notre système juridique. La loi doit réussir à imposer des règles de droit qui résistent au temps, et non des mesurettes permettant de résoudre telle ou telle polémique et condamnées à être perpétuellement réformées par l'actualité. Oui, en fait, ça remonte même au droit romain, hein, comme décrit dans le premier livre du Digeste, qui rapporte, pour ceux qui l'ont lu, ils s'en souviendront, mais on vous conseille de le lire aussi, c'est assez facile, beaucoup plus facile qu'on ne le pense, mais ce commentaire de Gaius à propos de la loi, la coutume et les procédures. Voilà, pour en revenir à nos moutons tout de même, on peut aussi s'interroger sur la crédibilité du Parlement qui semble peiner à produire des lois de qualité, hein, comme tu le disais, puisque la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ne semble pas avoir permis de résoudre la question du burkini. Bon, même si
d'une certaine manière, c'était pas l'objet principal de cette loi qui couvrait un certain nombre de sujets extrêmement variés. Mais au-delà de ces enjeux strictement juridiques, dont nous savons bien qu'ils ne constituent qu'un aspect, éminemment technique, certes, du débat, Augustin, quels sont les enjeux philosophiques autour de cette question du burkini? Eh bien, au fond, cette polémique nous invite à nous interroger sur le retournement de la liberté et le rôle de l'interdit. Ce sujet mérite en effet une véritable réflexion de fond sur les rapports qu'entretiennent le droit, la liberté et l'interdit. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait des rappels utiles à faire, hein. Les différentes réactions que l'on a pu observer n'ont pas apporté d'autre argument que celui de l'asservissement des femmes, et cet argument se heurte à l'idée largement répandue selon laquelle le consentement permettrait de tout justifier, enfin, ou presque. D'ailleurs, tu as bien rappelé tout à l'heure l'épisode où le président de la République, alors en campagne, avait félicité une jeune femme portant le voile et se revendiquant féministe, considérant qu'il était beau de voir une personne qui porte ce signe par choix et de lancer à ce moment-là, il n'y a aucun pays au monde qui interdit le voile sur la voie publique. Est-ce que vous voulez vraiment être le premier? Ce dernier point est factuellement faux car le voile est interdit en Chine, mais je ne suis pas sûr que ce soit un très bon exemple en Oui, réalité. certes. On pourrait aussi citer des pays musulmans qui ont eu des législations particulièrement restrictives en matière de voile. Je pense par exemple à la Turquie, hein, qui l'interdisait jusqu'à récemment, le port du voile à l'université. Je crois que les choses ont changé aux alentours des années 2010. Et voilà, pour rappel, en France, à contrario, il était possible, et il est toujours possible de porter le voile à l'université. Euh, mais bon, plus généralement, Augustin, euh, penses-tu qu'il soit possible de justifier une interdiction générale et absolue du port du burkini dans l'état actuel du droit, ou plus généralement l'interdiction générale et absolue du voile, parce qu'on a vu certains hommes politiques faire cette proposition. Oui, cette question est au cœur des débats relatifs aux libertés publiques aujourd'hui. Elle ne concerne pas uniquement le vêtement en réalité, car l'on touche à la question de la liberté et de la volonté individuelle face à la culture ou à la morale. En somme, on pourrait résumer les enjeux par la question suivante. Le consentement justifie-t-il tout? Et les interdits vestimentaires sont-ils tous appelés à disparaître? Bon, a priori, hein, il est toujours interdit de se promener nu sur la voie publique, donc il y a toujours des interdits vestimentaires. Oui, certes, il existe une police du vêtement qui généralement ne suscite pas d'opposition. Cela montre bien que la question du consentement est en réalité secondaire dans le débat. D'ailleurs, le professeur Fabre-Magnan souligne magistralement ce point, considérant dans son ouvrage L'institution de la liberté que le consentement ne suffit pas à garantir la liberté, il en est même parfois le fossoyeur. À l'inverse, l'interdit n'en est pas toujours l'ennemi. Cette vision consiste en une volonté de sauver les droits de l'homme contre eux-mêmes en protégeant l'individu de ceux qui pourraient vicier son consentement. Alors ça, on a vu quelques personnes évoquer ça dans le débat public. Donc pourquoi donc le consentement des personnes ne peut pas justifier le port du burkini selon toi, enfin, et aussi selon d'autres personnes actives dans le débat public? Eh bien, parce qu'il est difficile de savoir si une femme porte le burkini volontairement pour des raisons religieuses et une certaine aspiration à la pudeur, ou si le port de ce vêtement est pour elle le seul moyen d'être autorisée à aller à la piscine. Alors, dans ce cadre, interdire le burkini reviendrait alors à refuser par principe de cautionner un recul de l'égalité entre les hommes et les femmes, au risque que ces femmes ne puissent plus du tout se rendre à la piscine. Rappelons tout de même que ce symbole religieux n'est prescrit par aucun texte canonique en islam et qu'il apparaît plutôt comme le symbole d'une volonté d'invisibiliser le corps des femmes dans l'espace public. Il s'agit ici de choisir entre deux modèles de société et en cela, on en revient justement à la question de l'ordre public immatériel évoquée précédemment. En estimant que la modification du règlement est simplement une question d'égalité d'accès aux services publics, Éric Piolle a choisi son camp. Il ignore complètement, consciemment ou non, la signification et la portée du vêtement que constitue le burkini, et ce faisant, il se soumet aux revendications d'une infime minorité agissante à l'agenda assez inquiétant. Enfin, il avance même que la mesure est féministe,
Les femmes qui luttent en Iran, Afghanistan, Turquie ou autre Égypte apprécieront de voir l'Occident justifier ce contre quoi elles se battent si courageusement. Augustin, merci beaucoup pour ces éclairages utiles et pertinents. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. Si tel est le cas, notez notre podcast avec 5 étoiles s'il vous plaît. Cela permettra de le diffuser plus largement par un meilleur référencement. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou nuit, où que vous soyez, et à bientôt pour le prochain épisode. Pas de compte à rendre et vive la liberté. Allez, salut, hein. Ah, la liberté, c'est rien chouette.